Hello tout le monde et bienvenue sur la chaîne de Léo et Max. On se retrouve pour parler de l'épisode 1167 de One Piece qui va faire parler. Il s'est passé pas mal de choses, il y a eu des révélations, il y a eu des personnages dévoilés au grand jour. On va analyser ça, on va vous comparer tout ça avec le manga. C'est maintenant. Du coup, on s'abonne et on invite tous ses amis et familles à rejoindre la Léo et Max Family. On compte sur vous les amis, on est parti pour cette petite review qui débute du coup là où l'épisode dernier nous avait laissé, à savoir les Mugiwara qui se dirigent vers le château pour y trouver, après recommandation, la fameuse clé pour libérer Loki. Et ils vont arriver assez rapidement devant le château qui réserve déjà une première surprise à son arrivée puisque la porte est défoncée alors qu'elle est censée depuis des années et des années être scellée, puisque depuis la mort du roi Harald, apprend-on, personne n'est censé y être rentré. Ouais, depuis 14 ans, et on apprend du coup la chronologie des événements. Cet épisode va être important pour ça. Il sert beaucoup en fait à nous dévoiler des informations, à nous planter le décor pour le début de l'arc, et ça c'est vraiment très intéressant. Mais pendant ce temps-là, les Mugiwara et Herode du coup tombent sur le poteau rose, puisque Zoro constate, je sais pas comment il fait, il est très fort, mais avec un bout de porte qui est visiblement très petit, le bout qu'il a, puisque la porte quand même elle est censée être immense. Il constate qu'elle a été enfoncée de l'intérieur. Donc ça, bravo Zoro pour cette déduction, mais du coup qui nous sera très utile pour savoir que c'est quelqu'un de l'intérieur qui a causé le trou qu'on voit et qui leur permet de rentrer dans le château sans avoir besoin de quoi que ce soit. Une clé par exemple, ou alors avoir besoin de passer par la fenêtre. Et ça les met déjà sur une piste pour ce qu'ils vont découvrir vers le milieu de l'épisode, ce qu'on verra un peu plus tard. Ouais, c'était déjà très intriguant, tout comme le fait qu'on rentre dans ce château. Et là on découvre des vestiges quelque part d'un temps ancien, pas si ancien que ça, mais un château très impressionnant. Tout est gigantesque à l'intérieur. J'ai bien aimé, en tout cas, on va pas vous faire la description de tout ce qu'on y voit, mais c'est plutôt cette sensation de grandeur. Je m'attendais vraiment à ce qu'on puisse ressentir ça quand même à Elbaf, parce que j'avais peur que l'animé puisse à un moment tricher, qu'on se retrouve avec des géants qui soient trop petits, les Mugiwara qui soient trop grands, tu vois. Là, j'ai vraiment cette sensation pour le moment que les Mugi sont tout petits, les géants sont énormes et leur habitation, quelle qu'elle soit, tu vois que c'est énorme, quoi. Même Luffy qui est sur une épée, à un moment donné, il est tout petit de ouf. Un peu plus tard dans l'épisode, quand il monte les marches, il est obligé de faire le gomu gomu pour, monter marche par marche. Ça, j'ai bien aimé. Tout cette mise en scène là. Moi c'est vraiment la narration durant cette mise en scène, parce que la mise en scène, il y a des trucs qui m'ont un peu fait penser à un jeu vidéo, notamment Luffy qui fait le con et puis t'as tous les personnages qui parlent pendant ce temps-là, Zoro et tout ça. Zoro, Nami, Herode parlent très lentement, ce qui m'a beaucoup fait penser justement à un jeu vidéo d'exploration où tu es en train de découvrir en fait un nouveau lieu, et t'as Luffy qui fait le gogol, qui court partout. Moi il me saoule Luffy, il me saoule de ouf. Moi il me saoule. Et en plus ça sort en fait. Ouais, c'est ça. Et puis en plus de ça, quand il marche là et que t'as Rod qui tient Nami, Zoro, il passe devant là. Là, on voit Luffy qui passe. Il fait des allers-retours en fait, et ça m'a vraiment fait penser à un jeu vidéo. Tu sais, quand t'as un personnage qui navigue en fait dans le décor pendant que toi tu avances en fait. T'es obligé de glaner du temps dans ces moments-là de jeu vidéo, parce que t'es pas dans une cinématique, t'es in-game, il y a des phrases qui sont déclenchées et du coup t'as l'environnement qui interagit. Et là ça m'a totalement fait penser à ça, parce que justement c'est ce qu'essaie de faire cet épisode. Gagner du temps, parce qu'on ne fait que ça de toute façon, vu qu'on est sur un chapitre, un épisode. Cependant, ce qui m'a bien plu, c'est justement toutes ces explications, parce que cet épisode là du coup il est super important pour comprendre un peu Elbaf, l'histoire d'Elbaf déjà, et également où on est, avec qui on est, qui sont les protagonistes, qui est Loki, qui est Harald, etc. Et j'ai bien aimé Herode aussi. On va lui donner un peu d'humanité un peu plus tard dans l'épisode avec ce flashback, vu que au-delà de sa tête de gogol qu'on voit là, quand Zoro lui pose la question pourquoi alors que tu parles mal des géants des autres pays, finalement Ajroudine, qui est un bâtard en quelque sorte, puisque c'est pas le fils légitime, pourquoi tu le suis? Et là on va avoir le petit flashback de Rhodes qui va du coup nous mettre un peu d'empathie pour ce personnage qu'on détestait jusqu'alors, et on va comprendre pourquoi il suit fidèlement Ajroudine, qui a été le seul qui a eu confiance en lui et qui
voilà, qui a vu de la valeur en lui disant ouais, tes dessins sont trop bien, vas-y, tu vas devenir mon navigateur, quoi. Et tout ça fait que je me dis cet épisode-ci, l'épisode précédent un peu avec déjà tu sais Jarl qui parlait de Nika, et le prochain épisode pour ceux qui ont vu le teaser sans rien révéler, je pense que ces 3 épisodes, on aurait dû commencer Elbaf par ça. On aurait dû commencer peut-être un épisode où ils arrivent, ils découvrent Loki au bord de la plage ou quoi, et ensuite t'as ces 3 épisodes. On a trop perdu de temps en fait, alors que le cœur de l'explication et de la lancée de l'intrigue c'est maintenant. Ouais, parce que mais moi je ne peux que être d'accord avec toi parce que je trouve qu'elle sert à rien la première partie. Moi je dis les termes aussi, je trouve qu'elle sert à rien. Franchement, l'arrivée dans les Lego, l'arrivée dans les machins ne sert absolument à rien. Parce que c'est quoi le but? C'est tu tombes sur un pervers qui est monomaniaque avec des poupées, qui va travestir les Mugiwara en modèle baf. Ils vont devoir batailler, sortir avec un chat, blabla, vous connaissez l'histoire, pour en finalité nous faire de Rhodes quelqu'un qui est pas si méchant que ça, qui a un passé et qui finalement s'est attaché à Jrodin pour une raison. Commence par ça. Parce que ça ne sert à rien pour le personnage de Rhodes finalement, puisque en définitive, tu fais de lui quelqu'un qui sera pas si mauvais que ça, qui aide les Mugiwara, qui est malgré lui fan de Jrodin par rapport à ce que tu viens d'expliquer. Tu peux commencer juste par ça en fait, on découvre Rhodes, on voit qu'il y a un caractère, ça y est. T'as pas besoin de faire 55 épisodes, j'exagère, hein, pour nous raconter la même chose. C'est une perte de temps. Et ça casse l'intrigue, ça casse la tension que pourrait poser Elbaf dès le début, je trouve. Donc je suis d'accord, moi je peux que partager ce point de vue. Mais il y a beaucoup de monde qui trouve que la partie Lego ça servait à rien, et d'autant plus qu'on a ce banquet qui s'étend vraiment sur 3 épisodes, tu le vois en parallèle. Là c'est bon, c'est pour nous montrer à Jrodin maintenant. Évidemment on comprend que le lien est là, et pour ceux qui auraient pas compris qui était le personnage, ça nous permet de resituer. Parce que c'est vrai que One Piece, ça sort au rythme d'un épisode par semaine, et Dressrosa, c'est quand même loin. Mais t'aurais commencé par le banquet, tout le monde arrive, un épisode moitié banquet, moitié Luffy part de son côté, à la fin de l'épisode, il découvre Loki. Sur le deuxième épisode, justement, il parle avec Loki, il fait son pacte. T'as les Chevaliers Divins qui arrivent, et Luffy se barre de son côté, les Chevaliers Divins arrivent devant Loki, hop, 3e épisode, on est au château et on vit les événements qu'on vient de vivre dans cet épisode-ci. Voilà. Et alors que là, on a fait 13 épisodes. 13 épisodes au rythme d'un chapitre par épisode. Ouais, non, c'est beaucoup trop long. C'est beaucoup trop long pour arriver à la même chose. Bon, en tout cas, ça nous permet malgré tout de connaître qui était ce fameux roi, Harald. Du coup, on voit son portrait, puisque quand Luffy s'est mis sur un énorme squelette avec des cornes, on apprend qu'Harald est un descendant, non pas de bêta-cornes, mais de géants antiques, qui ont cette particularité de posséder des cornes. Et son but, Harald, c'était de rallier les peuples, de vouloir faire en sorte que Elbaf ne soit plus cette nation solitaire, guerrière, destructrice, mais vraiment une nation à part entière qui va tendre la main aux autres et prêter sa culture, découvrir celle des autres. Et voilà, il voulait ouvrir le peuple à tel point qu'il s'en est arraché les cornes pour prouver qu'il voulait ranger ce côté combattant, guerrier, donc très noble même, souligné par Zoro. Non, ça devait être quelqu'un, ce roi-là. Donc beaucoup d'intrigues autour d'Harald. Que lui est-il arrivé? On sait juste que c'est Loki qui l'aurait tué, mais très intriguant. Ouais, très très intriguant, d'autant plus que Loki, on le voit dans cet épisode, ça paraît pas être un mauvais bougre. On n'arrive pas, en tout cas, à avoir cette sensation. À chaque fois que je le vois, j'ai du mal à croire véritablement alors même s'il dit qu'il veut détruire le monde, j'ai quand même beaucoup de mal avec cette histoire de il a tué son père, il y a que 2 témoins, c'est Loki et Jarl, donc Jarl, le vieux qu'on a vu dans le dernier épisode avec son épée plantée dans la tête, rappelez-vous. En plus il a une épée plantée dans la tête, le gars qui nous dit que sa mémoire fonctionne bien. C'est bizarre. T'as tout le village contre lui, ça fait très Oda aussi de tout lier, on avait vu ça à la Basta, rappelez-vous. Contre quelqu'un et puis en fait c'est pas ce quelqu'un ou je sais pas quoi. Donc j'ai hâte, en tout cas, qu'on découvre en animé également ce qu'on a découvert. On se posait les mêmes questions, ce que je vous dis là, j'anticipe pas par rapport à ce qui pourrait se passer ou ce qui s'est passé. Même... C'est vraiment ce qu'on se posait en question sur les lives à l'époque, parce que c'est vrai que en plus il en prend plein la tête, Loki, un peu plus tard dans cet épisode avec Gunko. Nous, on avait de l'empathie. Je me souviens quand on lisait les chapitres, on se disait attends, tu nous fais pas ça pour pourrir un gars qui est foncièrement mauvais, quoi. On apprend aussi que Loki, fils de Harald, mais on apprend aussi qu'à Jrodin, fils de Harald. Donc on apprend que les deux sont frères. Et du coup, on nous dit quoi? Que Jrodin a une haine incroyable envers son frère pour ce qu'il a fait à son père. En même temps, il y a tout ce que tu viens de dépeindre. Il y a un truc qui est bizarre. Il nous manque des éléments de l'équation. Tu sens qu'il y a un truc qui
ça se sent. Sur ça, c'est bien fait. Je trouve que Oda sur ça arrive à nous raconter quelque chose qui semble de prime abord plus que crédible, tu vois. Mais en même temps, tu sèmes les graines des doutes en disant il me manque. Si t'analyses un minimum, tu dis il manque un truc. C'est bizarre. Ça va trop vite en besogne. C'est trop facile. Oui, et puis d'autant plus qu'il y a un truc bizarre. C'est-à-dire que t'as Ayrudine là qui dit ouais, je deviendrai le roi de tous les géants. Moi, j'unifierai tous les géants et tout. Bon, quelque part, il veut perdurer un peu ce que voulait faire son père, hein, unifier toutes les nations, créer des liens avec les autres nations, de ce qu'on croit comprendre. Si en tout cas son père était bon, hein, ça vous dit, on découvrira aussi, parce qu'il a une mine patibulaire. Est-ce qu'il porte sur son visage ça, son caractère ou pas du tout, justement, à contrario, ça sera intéressant de le découvrir. Mais Ayrudine, il pourrait totalement être le roi d'Elbaf, du coup, en fait. C'est juste qu'il est illégitime, puisqu'il est bâtard. Mais vu que le vrai prince légitime est enchaîné et que tout le monde est contre lui, en fait, qu'est-ce qui les empêche d'élire Ayrudine roi, en fait? Rien. Oui, et puis il a une certaine popularité. Hein. Bah oui. Tu le vois bien, quand il dit je deviendrai le roi, il y a tout le monde qui fait bah ouais. Bon, il est quand même assez populaire. Donc on sent se dessiner tout ce truc-là. Mais on verra. Dites-nous vous comment vous le voyez si vous êtes animé only, bien entendu. Et puis après on va passer. On parlait déjà à la seconde partie où on voit que Loki se fait malmener, mais on voit clairement cette fois-ci en action Gunko, cette femme aux yeux verrons du coup qui ça y est nous balance clairement l'info. Ils veulent récupérer, donc les Chevaliers Divins, j'entends, Loki comme nouveau membre. Ils veulent le recruter, sauf que Loki refuse. Et on va pas vous faire 15 minutes dessus, mais il se fait littéralement défoncer, minute après minute, seconde après seconde. Et Gunko se dit, c'est le meilleur moyen d'y arriver. Il faut que je le soumette par la force, donc je le tabasserai jusqu'à ce qu'il accepte. Et j'ai trouvé que il y avait du sang, et pas qu'un peu. Elle lui dégommait sa mère, on voit des giclures de sang, même sur la neige, donc forcément le contraste est d'autant plus fort, c'est violent. Et je me suis dit, tiens, Toei a pas forcément l'habitude d'être aussi violent. Avec One Piece, ils le sont souvent, hein, ils en ont rien à foutre. Il y avait eu Naoto Shishida, un célèbre animateur qui travaillait à la fois sur Dragon Ball, à la fois sur One Piece, etc., qui avait déclaré à l'époque de Dragon Ball Super qu'il y avait un comité de censure, quoi, hein, tout simplement des censeurs, qui, je pense, moi, n'existait pas dans les années 80-90, mais qui est né ces dernières années et qui censurait, qui avait interdit à Dragon Ball, à la licence Dragon Ball Super, de diffuser du sang. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de sang dans DBS. Par contre, One Piece, ils ont jamais eu aucun problème. One Piece, je sais pas pourquoi, ils ont tous les droits et tu peux avoir 12 litres de sang qui coulent, il n'y a pas de souci. Et du coup, One Piece a toujours eu du sang. Là où Dragon Ball, non, c'est interdit. Comme si Dragon Ball c'était plus pour les enfants que One Piece, alors que bon... on va peut-être regarder le manga Dragon Ball et on revérifiera tout ça. Ouais, on est d'accord. Mais c'était plutôt pas mal. J'ai trouvé la scène de tension intéressante, assez bornée, notre Gunko, mais on se dit quand même, putain, sacrée faculté, hein, ses flèches, etc. Elle arrive à s'en servir du coup pour modéliser même des objets, des choses, ses chaussures. C'est assez intriguant jusqu'à l'apparition quelque part. Alors, ça m'a fait rire. Parce que le titre de l'épisode, c'est quand même, tu vois, on te dit, Shamrock, Saint Shamrock, Chevalier Divin, famille, il spoil. Figarland, etc., machin. Mais ça arrive. C'est un titre entier, un teaser, l'épisode dernier, pour 25 secondes. C'est ça. Et je l'ai senti venir, en fait. Quand j'ai vu qu'on était aux 3/4 de l'épisode et que Gunko était encore en train de frapper Loki, je me suis dit, tu vas voir, il va se dévoiler à la toute fin, cet enfoiré. Alors le titre spoil, c'est-à-dire qu'on nous dit Saint Shamrock, etc., blabla. Shamrock Tojo, donc le chevalier divin, le capitaine des chevaliers divins, Shamrock apparaît. Mais c'est pas évident. Comme pour nous, pour les gens qui découvrent ça pour la première fois, ça peut être Shanks, comme ça peut ne pas être Shanks. Shamrock, on sait pas qui c'est en fait. Donc avant l'épisode, on sait pas qui c'est, donc Saint Shamrock apparaît. Si t'as pas vu le teaser et que tu vois juste le titre, tu peux penser qu'un autre personnage va apparaître à un moment donné dans l'épisode, et aux 3/4 de l'épisode, de toute façon, tu l'as oublié le titre. Sauf si t'étais vraiment concentré sur ça. Et après, tu vois, il apparaît, il se dévoile.
Et ce qui est drôle, en tout cas, et je me souvenais pas de ça, mais en relisant le manga, je vous ferai le comparatif dans un instant, c'est vrai que c'est comme ça, en fait c'est pas quelqu'un qui le présente. C'est-à-dire qu'il ne se dévoile pas. Si tu es un personnage de One Piece, si tu es dans le monde de One Piece, si tu es avec Gunko, avec Loki, ou si tu es avec Luffy, il dit pas qui il est en fait. C'est la narration, c'est les cases là, qui te disent que c'est le capitaine des Chevaliers Divins et qui s'appelle Shamrock. Et donc c'est pas Shanks, du coup, si c'est Shamrock. Et en plus de ça, il a pas la même voix, c'est Kenjiro Tsuda, du coup, qui avait été dévoilé de longs mois à l'avance, vu qu'il avait fait la voix, peut-être vous l'aviez vu à l'époque, de Shamrock, lorsqu'il avait été dévoilé en manga, dans un court teaser qui était sorti. Alors si vous l'avez loupé à l'époque, et que vous êtes animé only, grand bien vous en fasse, du coup, parce que vous avez été préservé, et vous aviez eu un peu de suspense. Mais oui, c'est pas Shanks, mais c'est qui ce gars, du coup, s'il a le même visage? Une bonne question. Hein. À vos théories dans les commentaires, on va pas vous spoiler et vous révéler la chose, on va vous laisser profiter quand même. Allez, on y va. Vous nous dites ça, bien sûr sans spoil. Encore une fois, si vous êtes lecteur du manga, on préserve. C'est le seul endroit quelque part de la chaîne, ouais, quasiment, où les animés oni peuvent conserver un certain suspense. Donc préservons-les quand même de ça. Ce serait sympa. On est d'accord. On va aller voir le petit comparatif avec le chapitre, puisque du coup on est toujours sur un épisode, un chapitre. Le titre du chapitre c'était quasiment pareil. Shamrock apparaît, chapitre 1137 pour ceux qui se posent la question. On était encore avec Yamato et ses mini-aventures. Le début est un gros rajout dans l'animé, puisqu'on arrive directement au château d'Holst. Voilà, ça se prononce comme ça, on le prononçait tout le temps Oist, mais apparemment c'est un L. Holst, alors Howl, un hibou peut-être. Toujours est-il qu'on arrive dans ce château. Gros rajout, avec tous ces passages qui concernent les répliques entre Rhodes, Luffy, le fait qu'on nous présente le château sous tous les angles, qu'on y arrive tout doucement, qu'il les dépose également, Luffy qui se fait retenir par Nami, tout ça c'est un rajout. Nami aussi qui soumet Rhodes avec ses éclairs en mode bon, tu vas devenir mon larbin maintenant, et lui qui est content. Tout ça, ça n'est pas dans le manga. Dans le manga, vous avez l'arrivée au château, il y a des petites répliques, elle lui dit bon tu vas nous porter, ok, et puis voilà, et puis on est en route, et puis après on a le cheminement, et puis Rhodes qui fait son rôle de narration où il explique les événements qui sont produits dans ce château avec l'affrontement entre Loki et tout ça. J'ai trouvé aussi que le flashback de Rhodes avec Ajrudin Mini, etc. était mieux mis en scène, parce que dans le manga c'est vraiment que 3 cases, c'est ça. Voilà, on a 3 cases à l'arrache, tandis que dans l'animé, on a quand même un petit moment pour lui qui lui est consacré. Par contre, le retour derrière, c'est juste une case dans le manga où il festoie avec Ajrudin et tout ça, tandis que dans l'animé, là encore, c'est un peu étendu. On y voit Stansen, on y voit Usopp et Colon, bref, il y a plus de variétés de personnages qui sont en train de festoyer. Et puis ensuite, pour ce qui concerne les rajouts surprenants, dans le manga, on a juste ça. Et par ici, j'ai trouvé des géants endormis, et on voit pas qui il a trouvé Luffy en fait. Et on passe direct à la suite avec Gunko. Donc on sait pas sur qui il est tombé Luffy, tandis que l'animé nous spoil le fait qu'il a trouvé les géants qu'on a vu nous se faire latter par Gunko dans le dernier épisode. Donc on sait déjà qu'ils ont découvert, les témoins de l'arrivée justement des Chevaliers Divins. Et en parlant des Chevaliers Divins, énormément de rajouts avec les attaques de Gunko, et énormément de rajouts surtout avec les coups porté à Loki. Il n'y a pas autant de coups dans le manga, et l'animation était magnifique par contre, ça c'est le point fort du rajout, c'est que forcément ça nous permettait d'avoir une très belle animation. Dans le manga c'est plus expéditif, après les coups tracés à la flèche, bim, il pisse le sang Loki, et ensuite il hurle, et tout est en off, t'as directement Shamrock qui intervient, et c'est là la fin de l'épisode. Donc en fait toutes les minutes peut-être un peu gênantes avec le point de Gunko ensanglanté, Loki qui se fait battre à mort, etc. Tout ça c'était du rajout. Donc est-ce qu'ils ont bien manié leur timing pour vraiment correspondre à un chapitre? Dites-nous dans les commentaires si vous avez apprécié. Moi j'ai pas boudé mon plaisir, j'ai trouvé que c'était plutôt bien fait. Il y a quelques phases qui m'ont un peu agacé, Luffy en exploration, c'était pas ce que je préférais. C'était un peu gênant de voir Loki se faire battre à mort, mais bon, voilà, c'est un choix. Dites-nous ce que vous en avez pensé vraiment. C'est un épisode en tout cas agréable, comme le dernier, beaucoup plus que les précédents qu'on avait eu dans One Piece. Ouais, je suis d'accord, c'était un épisode qui était agréable, le rythme est là, heureusement qu'on a pas mal de révélations, des petites longueurs ci et là, tout n'est pas parfait, mais en même temps, on vibre quand même, et on rentre enfin dans les révélations, dans le fait de voir des personnages se dévoiler, Harald, Shamrock, Gunko, donc ça fait plaisir. Dites-nous dans les commentaires, vous,
ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous avez kiffé ou est-ce qu'au contraire vous avez été déçu? Dites-nous tout ça dans les commentaires et puis on se dit à très vite de toute façon sur la chaîne 2. Léo et Max, à la prochaine. Allez, ciao.